Allez, de nouveaux intervenants maintenant vont nous rejoindre pour poursuivre cette séquence. Comment agir pour rendre la transition énergétique désirable? Thème de notre nouvel éclairage, décarboner le monde. Alors le comité de pilotage du colloque a souhaité que le président du CER en assure l'animation. J'invite donc Jules Nissen à bien vouloir me rejoindre sur scène, accompagné pour parler de décarbonation de ses invités Jean-Marc Jancovici, ingénieur, consultant en énergie climat, et François Gémen, co-auteur du 6e rapport du GIEC, qui nous rejoint également. Rebonjour à toutes et à tous, donc deux intervenants prestigieux. Merci à tous les deux d'avoir accepté de consacrer un petit peu de temps à ce colloque. Je pense que ce n'est pas nécessaire de vous présenter, mais je vais quand même en dire quelques mots. Tout le monde vous connaît. François Gémen, vous êtes universitaire, vous êtes enseignant, professeur à HEC Paris, vous êtes politologue et co-rédacteur du dernier rapport du GIEC. Et Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, enseignant, président fondateur du Shift Project, cofondateur de Carbone 4 avec Alain Grandjean qui interviendra tout à l'heure. Et puis vous êtes aussi auteur de bande dessinée, co-auteur en tout cas de bande dessinée. On est heureux de vous avoir dans ce colloque pour ce débat que j'espère très productif. Votre parole est écoutée et dans cette matinée de témoignages sur les enjeux de la transition énergétique, je compte sur votre franchise légendaire à l'un et à l'autre. Cette séquence s'appelle « Décarboner le monde ». Nous avons à peu près une demi-heure, donc je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je me limiterai à 2 questions très simples. Pourquoi et comment ? Commençons donc par le pourquoi, et je me tourne vers vous, Jean-Marc. Dans Le Monde sans fin, donc la bande dessinée dont vous êtes le co-auteur, vous décrivez de façon très claire l'impact prodigieux des énergies fossiles sur la productivité humaine. Pourquoi donc faut-il se passer de ce miracle énergétique, entre guillemets ? Il est clair que si on n'avait pas de problème de limite planétaire, on n'aurait pas besoin de s'en passer. Aujourd'hui, si on regarde les grands problèmes d'environnement, en gros, on peut les mettre dans 2 catégories. On a des problèmes de poubelles qui débordent, ça c'est plutôt le problème de changement climatique, et on a des problèmes de placards qui se vident. Ça c'est plutôt, alors dans un domaine qui n'est pas énergétique, par exemple les stocks de poissons qui baissent, ou localement ou régionalement, des problèmes d'accès à l'énergie. Et alors les combustibles fossiles, ça a des tas d'avantages, c'est très dense énergétiquement, c'est pour ça qu'on s'est mis à s'en servir. Ça a 2 inconvénients. Le premier, c'est que le temps de formation de ces combustibles est beaucoup trop lent au regard du rythme auquel on s'en sert. En gros, on les utilise 1 million de fois plus vite qu'ils ne se forment. Donc ils s'en forment en permanence, du pétrole et du gaz en ce moment, mais c'est un peu lent. Et la deuxième caractéristique qu'ils ont, c'est qu'aux ordres de grandeur de leur utilisation aujourd'hui, donc si on était 3 millions de terriens et qu'on utilisait chacun 1 tonne de pétrole par an, ça serait un non-sujet absolu, le changement climatique. Mais aux ordres de grandeur, à 8 milliards sur Terre, avec la quantité de combustibles fossiles qu'on utilise, on a un gros problème de poubelles qui débordent, c'est-à-dire de climat qui est en train de dériver à une vitesse qui est excessive par rapport à ce que sont déjà, et surtout à ce que seront nos capacités d'adaptation demain. Juste pour rappeler un ordre de grandeur qui est peut-être mal connu dans cette salle, 4 degrés de variation de la température moyenne sur Terre, c'est l'ordre de grandeur de ce qui sépare la dernière ère glaciaire du climat que nous avons trouvé en entrant dans la civilisation fossile. Et cette transition s'est faite en 10 000 ans, 4 degrés de réchauffement. Ça a suffi pour remonter le niveau de l'océan de 100 mètres et pour déplacer, par exemple, le climat, pour changer le climat français qui ressemblait il y a 20 000 ans au nord de la Sibérie actuelle en ce que nous connaissons, ou ce que nous connaissions plus exactement, jusqu'à il y a quelques décennies. Donc voilà, donc on est face à ces 2 problèmes-là, qui sont des problèmes qui, en gros, ne vont pas nous demander notre avis. C'est-à-dire que la dérive climatique, si on ne s'en occupe pas, elle va s'occuper de nous. Et en ce qui concerne les combustibles fossiles, ils sont épuisables. Je vous rappelle juste une information qui passe un peu trop souvent sous les écrans radars de la presse. À date, le maximum historique de la production de pétrole dans le monde, c'était 2018. Et si on accepte les sables bitumineux et le pétrole de Rochemer aux États-Unis, c'était 2008. Donc le problème de placards qui se vident, en fait, en Europe, on est déjà en train de l'expérimenter à petite vitesse. Sur le gaz, le maximum de la consommation de gaz en Europe, c'était 2005. Parce que le gaz voyage beaucoup plus mal que le pétrole et la mer du Nord est passée par son pic en 2005. Et le maximum de la consommation de charbon, c'était les années 80.
enfin de la production de charbon plus exactement en Europe, c'était les années 80, bien avant que le problème climatique ne devienne un problème de premier ordre. Donc il ne faut pas négliger non plus la question de placards qui se vident. En Europe, c'est une réalité croissante, c'est un motif supplémentaire d'action. Et par ailleurs, comme je suis quand même quelqu'un d'un naturel optimiste, malgré ce que je peux raconter parfois, je pense que si on fait l'effort de trouver chez nous des modes d'organisation qui sont des modes d'organisation permettant de se passer progressivement des combustibles fossiles, on trouvera bien là-dedans matière à exportation pour inspirer quelques-uns de nos petits camarades qui ne sont pas européens. Merci beaucoup. François, vous êtes un des co-rédacteurs, j'ai dit tout à l'heure, du GIEC. Vous êtes aussi un spécialiste des migrations climatiques et j'aurais bien aimé que vous nous disiez un petit peu comment vous voyez, vous, les impacts humains de ce changement climatique. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Je suis très heureux d'être là en compagnie de Jean-Marc. Je pense qu'un progrès considérable que nous avons fait au cours des dernières années dans le débat public sur ces sujets, c'est de réaliser que le changement climatique n'était pas un problème d'environnement, ou plutôt n'était pas qu'un problème d'environnement, et qu'en réalité, tous les grands enjeux économiques, politiques et sociaux qui vont traverser le XXIe siècle vont aussi être transformés, transfigurés d'une certaine manière par la question du changement climatique. C'est le cas des migrations, c'est le cas des enjeux de paix et de sécurité, des enjeux d'agriculture, des enjeux de commerce, et au-delà des enjeux de justice, d'égalité, de rapport Nord-Sud, on le voit très bien dans la négociation internationale, etc. Ces impacts sont déjà une réalité aujourd'hui. Chaque année, vous avez en moyenne 25 millions de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques. C'est un chiffre considérable qui dépasse le nombre de personnes déplacées par des guerres et des conflits. Vous avez toute une série de tensions, notamment autour de la question foncière dans le Sahel, qui sont déjà liées à la question de la dégradation des terres, qui elle-même est liée au changement climatique. Vous avez toute une série d'impacts sanitaires, notamment sur la distribution géographique des maladies. Et donc, véritablement, tous ces impacts humains, il faut absolument que nous les prenions en compte dans la manière dont nous allons redéfinir à la fois, non seulement la manière dont nous vivons en société, mais aussi la manière dont nous envisageons les relations internationales, qui ne sont plus seulement désormais des rapports entre États, mais des rapports que nous entretenons à la Terre, avec la nécessité, je crois, de redéfinir une sorte de nouvelle géopolitique qui soit littéralement une politique de la Terre. Ça, c'est pour la question des impacts humains du changement climatique, qui sont liés en premier lieu à la hausse des températures. Je crois qu'un point aveugle, pour le moment dans le débat dont je voudrais parler peut-être un tout petit peu plus longuement, c'est la question des impacts humains de la transition. Il y a évidemment un enjeu sur les questions d'emploi et de réorganisation de l'économie, mais il y a aussi, je crois, des enjeux fondamentaux que nous ne percevons pas, notamment autour de la question de la sortie des énergies fossiles et du passage aux renouvelables. Je crois qu'un enjeu fondamental, ça va être par exemple la question de la souveraineté. C'est-à-dire de la manière dont nous envisageons notre souveraineté énergétique et partant notre souveraineté tout court. Ce qu'on ne perçoit pas suffisamment à mon avis, c'est que la question de la transition énergétique et donc de la sortie des énergies fossiles n'est pas seulement une question économique ou technologique, c'est aussi une question profondément politique, voire même philosophique. Parce qu'au fond, ce qu'on vous demande, c'est de devoir abandonner, laisser dans votre sous-sol des énergies que vous possédez, dont vous connaissez les stocks, dont vous connaissez le potentiel, et des énergies qui sont délimitées par des frontières, pour les troquer contre des énergies qui ne vont pas être délimitées par des frontières, le soleil, le vent, et que vous allez devoir ramener sur Terre grâce à une infrastructure technologique. En d'autres termes, on vous demande de faire le mouvement inverse. Vous aviez des énergies qui étaient dans le sol, que vous alliez brûler et que vous alliez relâcher dans l'atmosphère. On va désormais vous demander d'aller capter des énergies qui sont littéralement hors sol, que vous ne possédez pas, et que vous allez devoir ramener sur Terre grâce à une infrastructure technologique. Ça implique un changement considérable de la manière dont vous allez envisager votre souveraineté. De la même manière, je crois que lorsqu'on aborde la transition, on voit aujourd'hui un peu à quoi pourrait ressembler un monde décarboné. On voit des innovations technologiques, les énergies renouvelables au premier rang, des voitures électriques et toute une série d'autres innovations. Et donc on commence à imaginer un peu à quoi pourrait ressembler le transport, le logement ou l'alimentation de demain. On commence un peu à gratter
la couche juste en dessous, qui est la couche de l'économie. Quels seront les nouveaux modèles économiques des entreprises? Et on voit ce vif débat sur l'économie circulaire, sur la décroissance, sur les entreprises régénératrices, etc. Et puis, je crois qu'il y a une couche fondamentale que nous n'avons pas encore commencé à gratter, c'est celle des principes fondamentaux de l'organisation de la vie en société. À quoi ressemblera la liberté dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à moduler certaines libertés individuelles au profit de l'exercice de libertés collectives? À quoi ressemblera l'égalité dans un monde décarboné? Est-ce que l'égalité, c'est un quota d'émissions qui soit le même pour tout le monde, ou est-ce qu'il y aura des modulations? Plus fondamentalement encore, à quoi ressemblera la fraternité dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître comme nos semblables, et donc comme partie de notre communauté politique vis-à-vis de laquelle nous avons une responsabilité, des gens qui se trouvent au-delà de nos frontières géographiques ou au-delà de nos frontières générationnelles? Et je pense vraiment que toute la question des impacts humains du changement climatique, que ce soit en ce qui concerne ses conséquences ou les politiques de transition, elle va s'articuler autour de la question de nos frontières. Où va-t-on placer la frontière de notre responsabilité et comment même les frontières physiques vont-elles évoluer? L'exemple le plus parlant étant évidemment ces petits États insulaires qui sont carrément menacés de submersion en raison de la hausse du niveau des mers. Et là, à mon avis, il y a des questions vraiment fondamentales que nous n'avons pas encore véritablement commencé à explorer collectivement. Merci beaucoup. Donc, vous avez donné des éléments de constat qui sont assez graves, mais je pense que chacun en est conscient. D'ailleurs, on organise ce débat à peu près 50 ans après la publication du rapport Meadows, qui avait fait à l'époque beaucoup de bruit et qui avait marqué les esprits, mais parce qu'il reposait sur l'idée qu'on allait arriver au bout de l'exploitation du réservoir de ressources fossiles. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que en fait, c'est moins cette contrainte physique qui est posée sur le stock que finalement les effets, les dégâts que l'utilisation de ces ressources provoque sur la planète d'une manière générale. Et là, on a l'impression que du coup, on a une difficulté, c'est-à-dire que pour la première fois, il faut d'une certaine façon forcer la transition énergétique, alors que les signaux de marché n'amènent pas forcément à faire ça. Alors, je me retourne vers Jean-Marc Jancovici. Vous êtes à l'origine du concept de bilan carbone. Vous avez souvent mis en avant le besoin de faire preuve de beaucoup de sobriété, mais on ne pourra pas tout régler par la sobriété. Comment est-ce que vous voyez, vous, les bons moyens pour essayer de décarboner nos systèmes énergétiques et surtout de faire une vraie transition énergétique, c'est-à-dire de substituer des énergies décarbonées à celles qui existaient déjà jusqu'à présent et qu'on a continué d'accumuler au fil du temps? Alors, je vais vous ramasser les copies. Je vais vous répondre avec pas une pirouette, mais commencer par une citation. On prête à Einstein cette formule qui est: si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je commence par utiliser 55 minutes pour bien le décrire, et ensuite les 5 minutes qui restent, j'essaye de le résoudre. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne cette affaire de décarbonation, et je vais m'inscrire un tout petit peu en faux avec ce qu'a dit une partie de mon voisin, mais sinon c'est pas drôle, je pense que le problème n'est pas extrêmement bien posé. Aujourd'hui, une des questions, par exemple, sur lesquelles on débat trop peu, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à passer des énergies renouvelables qui étaient notre quotidien il y a 2 siècles aux énergies fossiles qui sont notre quotidien d'aujourd'hui, si en fait on peut avoir tout le monde moderne sans énergie fossile. Bon. Alors je sais qu'ici c'est une question un peu provoque, mais je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, c'est très difficile de répondre à celle que vous me posez, et c'est très difficile de savoir quelles sont les contreparties vraisemblablement inexorables qu'il faudra qu'on accepte dans ce, entre guillemets, retour, puisque c'est un retour, aux énergies renouvelables, modulo un peu de nucléaire qu'on arrivera à faire ici et là. Je pense que cette question-là aujourd'hui est très insuffisamment travaillée. Et quand on regarde, c'est ce qu'on essaye de décrire dans Le Monde sans fin, ce que les énergies fossiles ont amené, ça n'a pas juste amené une forme différente de centrale électrique. Personnellement, je pense que ça a également amené une modification profonde de la structure de l'emploi, la tertiarisation de l'emploi. Ça a amené historiquement une augmentation de l'espérance de vie. Ça a amené historiquement une égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Ça a amené historiquement une augmentation du pouvoir d'achat. Donc les 75% de Français qui disent la transition énergétique va faire du mal à notre pouvoir d'achat, ils ne sont pas si idiots que ça. Je pense qu'ils ont parfaitement compris. Ça a amené historiquement la mondialisation. La mondialisation, c'est des camions et des bateaux, ça fonctionne au pétrole. Et demain matin, on ne fera pas avancer des bateaux de 300 000 tonnes à la voile
Le plus gros cargo à la voile en selle, c'est des clients à nous. Hein. On est ravis d'avoir comme client. Le cargo à voile de Toth, il fait 1000 tonnes de fret, enfin 1000 tonnes de port. Un bateau de la marine marchande moderne, il en fait 300 000. Bon. On ne va pas le passer à la voile, etc., etc. Donc en fait, quand on se rend compte de ce que ça nous a amené, les communications abondantes, aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer un ordinateur sans chimie organique, par exemple. Il faut rappeler que le pétrole, ça nous a aussi amené la chimie organique. Un tiers du pétrole qu'on extrait n'est pas brûlé. Hein. C'est du bitume, c'est des huiles, c'est des cires, c'est du plastique, etc. On ne sait pas fabriquer, toujours pour être un peu provoque dans cette salle, aujourd'hui, une éolienne ou un panneau solaire sans chimie organique. On ne sait pas faire ça. Donc, aujourd'hui, on est dans un système dans lequel il faut voir que ces combustibles fossiles ont profondément transformé la face du monde, à tout point de vue, et ce n'est pas juste une affaire d'aspect de centrale électrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat sur la décarbonation, il est très mal emmanché à cause de ça, parce qu'on se limite à un arbitrage technique sur la production électrique. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste un constat hein, à ce stade. Hein. Et il y a un autre problème sur, vous avez dit, on ne voit pas l'approvisionnement énergétique, ces contraintes à l'amont. Alors ça, c'est lié à un truc que vous avez tous appris à l'école, cette petite règle d'économie qui veut que plus il y en a, moins c'est cher, et moins il y en a, plus c'est cher. Alors ça, je vais essayer de vous expliquer en 30 secondes pourquoi ça marche très bien avec les sacs à main et ça ne marche pas avec le pétrole. Si vous avez une production de sacs à main qui baisse dans le monde, moins de sacs à main ne change pas fondamentalement la productivité du travail. Donc l'économie reste aussi productive, elle produit globalement autant ou moins les sacs à main. Du coup, le pouvoir d'achat, puisque notre pouvoir d'achat, c'est rien d'autre que la production redistribuée, hein, ça c'est de la macroéconomie de base, somme des revenus, c'est la somme c'est la valeur totale de ce qui est produit. Eh bien, on se retrouve avec le même pouvoir d'achat et moins de sacs à main. Alors à ce moment, effectivement, le prix du sac à main monte. Mais le pétrole ne marche pas comme ça. Du reste, aucune commodité essentielle au fonctionnement de l'économie. Si vous vous retrouvez dans un monde dans lequel vous avez moins de pétrole, rapidement, vous avez rapidement moins de transport, notamment de camions et de bateaux. Du coup, vous avez moins de PIB, ou moins vite plus de PIB, ce qui est pareil. Et du coup, vous tapez sur le pouvoir d'achat des gens. Et donc, vous vous retrouvez avec moins de pétrole dans un monde dans lequel la solvabilité du consommateur a changé. Est-ce que le prix d'équilibre nouveau du pétrole sera au-dessus ou en dessous? Personne n'en sait rien. Et du reste, quand vous regardez les projections de prix du pétrole faites par l'Agence internationale de l'énergie sur les 25 dernières années, ils passent leur temps à se tromper, précisément parce que c'est basé sur une élasticité qui n'existe pas, parce que le pétrole est une commodité essentielle à l'économie. Donc on ne verra pas arriver la fin d'un pétrole dont on aurait toujours besoin par une hausse indéfinie des prix de marché. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On le verra arriver, et c'est déjà comme ça que c'est en train de se passer dans un certain nombre de pays, par une baisse du PIB ou une moindre hausse de la croissance. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a là aussi un gros malentendu dans le débat économique, qui est qu'on attend tel le guetteur dans le désert des Tartares, là, un signal qui n'arrive pas, parce qu'il ne va pas arriver de la façon dont on pense qu'il va arriver. Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Merci, mais effectivement, c'était aussi le sens de la question. Donc, comment fait-on face à ça? Parce que basculer vers autre chose, si on est convaincu de la nécessité de réduire les émissions de CO2 au-delà de la sobriété, c'est pas naturellement lié à parce que ça on le voit venir. Alors parce que ça on le voit venir par des signaux pour lesquels pour le coup il n'y a pas de problème sur l'attribution des causes. C'est-à-dire que le changement climatique, on cherche pas d'abord à en faire un sujet économique au niveau des conséquences, on cherche d'abord à en faire un sujet physico-biologique. Donc on mesure des hausses de température, des précipitations, etc., des modifications de zones endémiques de maladies, etc. Et avant de parler d'euros, voilà. Mais pour l'énergie, on n'arrive pas, dans le débat énergétique, à parler d'abord de grandeur physique, alors que l'énergie est une grandeur physique. Très, très souvent, on va arriver directement au débat économique, qui est, à mon avis, une très mauvaise manière de rentrer dans le débat. C'est un élément important du débat, notamment pour passer à l'action, mais c'est une très mauvaise manière de rentrer dans le débat. Bien, François, je me retourne à nouveau vers vous. Le 11 décembre 2019, c'est pas si vieux, c'est l'adoption du Green Deal, l'Union européenne, un peu dans l'enthousiasme général, suite à la montée en médiatisation de Greta Thunberg notamment. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, et puis on en rajoute encore une couche là-dessus, et je pense que tout le monde est très très partant. 5 ans plus tard, élection européenne, on en a parlé dans le débat juste avant, on a l'impression que le Green Deal, le pacte vert, sert de bouc émissaire. Comment est-ce que vous analysez ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient d'indiquer Jean-Marc? Est-ce qu'on est face à un mur d'impossibilité? Est-ce que plus personne ne veut renoncer à des acquis? J'ai pas dit ça.
Vous n'avez pas dit ça. Mais en même temps, quand J'ai on dit vous qu'on écoute, était face à un problème pour lequel le débat était malheureusement trop souvent mal posé, ce qui est un peu différent. on essaie de corriger ici. Donc comment est-ce que vous voyez ça vous-même pour qu'on essaie quand même de dresser une perspective de sortie de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Bien sûr, je partage d'abord largement le constat que vous avez posé. Effectivement, il y a 5 ans, le Green Deal apparaissait comme un nouveau modèle économique pour l'Europe, même comme un nouveau projet politique, et il est porté par un large consensus politique. Il est porté à la fois par la conservatrice von der Leyen et par le socialiste Timmermans. Et effectivement, 5 ans plus tard, on a l'impression que ce Green Deal est devenu un bouc émissaire et qu'il est un peu accablé de tous les maux, ce qui fait peser une incertitude sur les politiques climatiques européennes et donc ce qui crée de l'attentisme chez les industriels et chez les investisseurs. Je pense que, et je dois admettre que j'ai été souvent très naïf sur ce sujet. Et pendant très longtemps, comme beaucoup de mes collègues du GIEC, j'ai pensé que ce qui nous empêchait de nous engager pleinement dans la transition, c'était qu'on n'avait pas encore bien pris la mesure de la gravité des impacts du changement climatique. Et donc j'ai volontiers imaginé que mon rôle dans le débat public était en quelque sorte celui d'un lanceur d'alerte et qu'il s'agissait de conscientiser, de sensibiliser, et qu'une fois que tout le monde aurait eu le même niveau d'information et aurait bien réalisé l'urgence et la gravité de la situation, on se mettrait spontanément en mouvement. Je pense sincèrement que c'est une vision très naïve des choses et que souvent, ce qui nous empêche d'agir, c'est que nous n'y percevons pas notre intérêt. Et je crois que cette question de l'intérêt est absolument centrale dans la transition. Quelques jours après la dernière élection présidentielle, en France, avec ma femme et nos enfants, on est allé passer quelques jours de vacances en Normandie. Et sur la plage, nos enfants avaient joué avec les enfants d'un autre couple, et puis une chose en entraînant une autre, on avait sympathisé avec cet autre couple, on avait réalisé qu'on logeait dans le même hôtel, c'était la plage en face de l'hôtel, et puis de fil en aiguille, nous avions pris l'apéritif avec ce couple, puis nous avions dîné avec ce couple, nous étions heureusement arrêtés là, mais au cours du dîner, puisqu'on était en France, on avait évidemment parlé de politique, et ce couple de nous dire pour qui ils avaient voté à la dernière élection présidentielle. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout parce qu'ils avaient entre eux un désaccord politique, ils étaient au contraire parfaitement raccords politiquement, mais simplement ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Alors accrochez-vous parce que moi j'étais pas prêt. Ils avaient décidé qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 voix, et donc ils avaient panaché. Et là, j'étais un peu interloqué parce que je comprends volontiers qu'on puisse hésiter entre 2 candidats de gauche ou 2 candidats de droite. Enfin, je leur dis quand même, Jadot et Macron, c'était quand même pas tout à fait le même programme à l'élection. Et leur réponse, je crois, traduit bien les tiraillements actuels de la société. Ils nous avaient dit ceci. Oui, parce qu'on a des enfants, on est très tracassés de la terre qu'on va leur laisser, très préoccupés par le changement climatique, la perte de biodiversité et tout ça. Et donc pour nous, c'était très important de voter pour le candidat écologiste. On sentait qu'on avait un devoir de voter pour le candidat écolo. Mais en même temps, nous deux, on travaille tous les deux dans la banque et la finance. Et donc, il fallait bien qu'on veille aussi à nos propres intérêts. Et on ne pouvait pas sacrifier tous nos intérêts pour les intérêts de nos enfants ou des autres. Et donc, le compromis qu'ils avaient trouvé à ce tiraillement intérieur, c'était ce panachage un peu curieux. Et je crois que le problème que nous avons collectivement, c'est que parfois, nous avons du mal à voir où est notre intérêt dans la transition. Parce que nous le voyons bien de façon macroéconomique, nous voyons bien que l'énergie du XXIe siècle sera une énergie décarbonée, mais quand on présente la question de la transition aux citoyens, elle est toujours et systématiquement présentée en termes d'efforts à réaliser, de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, de coûts supplémentaires à supporter. C'est-à-dire, elle est présentée comme une contrainte à laquelle on devrait se plier par la force des choses et on n'en a pas forcément envie. Elle n'est jamais présentée comme un projet auquel nous aurions intérêt. Et la grande difficulté, c'est que la physique du climat fait qu'il n'y a pas de corrélation directe entre notre niveau personnel d'émissions et les impacts du changement climatique auxquels nous serons personnellement confrontés. Bien entendu, le niveau d'impact auquel on sera personnellement confronté dépend des émissions du monde entier et pas uniquement des nôtres, et dépend aussi des émissions passées et pas uniquement de nos émissions présentes. En d'autres termes, lorsque le changement climatique produira ses impacts en Suède,
Ce n'est pas une divinité qui va épargner Greta, qui va lui dire « Toi, Greta, je t'épargne, je ne t'envoie pas d'inondation, parce que tu as bien fait tout ce qu'il fallait, mais par contre, j'envoie l'inondation sur ton gros voisin pollueur qui a un SUV. » Et donc, je crois que cette absence de corrélation directe entre nos actions et les résultats de nos actions fait qu'on a beaucoup de mal, parce qu'on a l'impression qu'on nous demande de faire des efforts, des sacrifices, et que nous n'en voyons pas les résultats immédiats, nous ne voyons pas les températures baisser, et ça n'arrivera pas avant qu'on ait atteint la neutralité carbone. Et donc je crois que nous devons bien davantage mettre l'accent sur les intérêts que nous avons à la transition. Et je crois qu'on parle systématiquement des risques qui sont associés à l'inaction, et jamais des bénéfices qui sont associés à l'action. Parmi les premiers adopteurs de voitures électriques, vous avez les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, vous le savez, ce n'est pas tous des adhérents de Greenpeace. Et donc, s'ils passent à la voiture électrique, ce n'est pas par conscience écologique, c'est parce qu'ils y ont intérêt. L'État aux États-Unis qui développe le plus en ce moment les renouvelables, c'est le Texas, un État rouge par excellence. Ce n'est pas par conscience écologique non plus, c'est parce qu'ils y ont intérêt. Et je crois que nous devons bien davantage mettre en évidence les intérêts de la transition de manière à pouvoir dessiner un projet. Et là, je crois, où nous avons beaucoup de mal, et ça nous ramène à la première question, c'est qu'on voit bien le chemin qu'on ne veut pas emprunter, on voit le monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre, qui serait ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu, mais on a beaucoup de mal à voir le monde dans lequel nous voudrions vivre. Au fond, un monde décarboné, ça ressemblerait à quoi? Et pourquoi est-ce que nous y aurons intérêt? C'est là où je crois la question de la démonstration est fondamentale, et les énergies renouvelables sont évidemment un des outils prioritaires de cette démonstration pour montrer aux gens que les énergies renouvelables, c'est des énergies auxquelles ils ont intérêt et qui sont non seulement moins polluantes, mais aussi moins chères, plus fiables, plus performantes. Merci. Je voudrais citer quelqu'un ici qui aurait pu participer à ce débat. C'est Daniel Cohen, mais malheureusement, il nous a quittés à la fin de l'année dernière, dans un petit livre qui s'appelle « Une brève histoire de l'économie », qui fait référence à une brève histoire du temps. Il écrit la chose suivante: « On aimerait penser que le climat offre aux humains l'accès à une sorte de conscience universelle de leur commune dimension terrestre. On en est loin. Il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action. C'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire. Il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques, pour faire l'apprentissage du monde à inventer. » Et un peu plus loin: « Le fumeur qui renonce au tabac doit penser qu'il reconquiert les moyens d'une vie bonne, sinon il ne fait que vivre dans le deuil d'un bonheur perdu et la rechute est inévitable. » Alors Jean-Marc, vous avez dit que vous étiez moins pessimiste que ce qu'on vous accuse d'être ou qu'on vous reproche d'être parfois. Peut-être une dernière question. On attend la formation d'un gouvernement. C'est un peu prétentieux de poser cette question comme ça, mais si vous aviez un conseil à lui donner pour redonner un petit peu de dynamique positive autour de tout ça, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Et je poserai la même question à François tout à l'heure. Alors, je vais commencer par dire que là, sur ce qu'a dit François, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le Shift Project, c'est une association d'entreprises, et on est allé chercher des gens qui ont un intérêt égoïste à la décarbonation. Donc je suis très fermement convaincu qu'il faut effectivement marier, alors c'est pas donné obligatoirement, hein, que l'intérêt général n'est pas nécessairement la somme des intérêts particuliers. Mais à un moment, il faut quand même que ça se recoupe quelque part. Sinon, je suis d'accord, on n'avance pas, on ne fait pas les choses. Et c'est marrant parce que j'allais parler du parallèle du tabac, justement, mais donc mais grillé la politesse, mais tant mieux, qui est typiquement un exemple dans lequel c'est pas juste en disant aux gens c'est pas bien de fumer que les gens arrêtent de fumer, parce que les gens commencent à fumer pour des raisons qui sont des raisons de statut, des raisons de transgression, des raisons de etc. Et si on ne répond pas à ces motivations-là avec autre chose que le tabac, bah, les gens s'arrêtent pas de fumer, quoi. Et donc là, c'est exactement pareil. Nous sommes ce que nous sommes, etc. Et il faut absolument que cette histoire de transition, alors il ne faut pas s'incarne dans essentiellement des projets positifs, voilà. Mais le projet positif ne doit quand même pas nier les difficultés. Ça, si moi j'ai le projet positif d'aller faire le Mont Blanc, il ne faut quand même pas pour autant que je nie qu'il fait un peu plus froid au sommet du Mont Blanc qu'à Chamonix, que si j'y vais en espadrille, j'ai toutes les chances de me geler les pieds, etc. Donc, à un moment, le projet positif ne justifie quand même pas le fait qu'on pose les débats de travers, ce qui était le sens de ma remarque tout à l'heure. C'est juste ça. Sur le Green Deal, avant de répondre à votre question, moi j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est que ça fait des années, si ce n'est pas des décennies, que je dis, comme moi je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre la quantité d'énergie et la taille du PIB, il faut absolument que le Green Deal, qui inclut le fait qu'il y aura moins d'énergie, flotte dans un contexte de contraction économique.
Voilà, ça fait 15 ans que je dis ça, mais sauf que ça n'a pas du tout été conçu comme ça a été conçu comme un projet de croissance verte. Et moi je pense que si ça a nécessairement besoin de la croissance pour fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors ça je retombe avec ma casquette de triste cire, sauf que je suis aussi optimiste dans ce sens que là je livre une conclusion pragmatique personnelle, moi j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie qu'on décarbone et j'ai envie qu'on soit heureux dans un monde qui se décarbone. Mais à ce moment, il ne faut pas penser que le Mont Blanc est à la température de Chamonix, quoi, sinon ça ne marchera pas. Et je pense que le rapport Draghi nous offre une occasion de rebondir sur ce qu'a dit François, c'est-à-dire que si on accepte l'idée que la compétitivité inclut une composante environnementale, à ce moment, on retombe sur la conjonction des égoïsmes bien compris, parce qu'on a un vrai problème en Europe qui est effectivement un problème de souveraineté et de maîtrise de notre destin. Et je pense que le rapport Draghi nous offre une porte de sortie pour sauver le Green Deal, qui est justement d'arriver à marier ces deux éléments-là, et donc de réfléchir effectivement à nos intérêts égoïstes au service d'un projet qui fait sens. C'est dit d'une façon un peu provocatrice, mais c'est très clair. François, je vous pose un peu la même question. Comment peut-on faire en termes d'action publique pour essayer de relancer positivement cette dynamique ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à dire pour le nouveau gouvernement. La première, c'est d'arrêter de faire croire aux gens que nous serions les seuls à agir et que le reste du monde ne se préoccuperait pas du tout de la question du changement climatique. Je suis frappé du nombre de Français qui s'imaginent encore volontiers que la France est le pays le plus vertueux du monde et le seul pays à agir face au changement climatique. On a très peu de nouvelles du reste du monde. La Chine, au dernier trimestre, a baissé ses émissions de 1%. Certains observateurs estiment que la Chine aurait peut-être atteint son pic d'émissions dès 2023, ce qui serait une excellente nouvelle. On n'en parle quasiment pas. Et donc je pense que c'est vraiment très important de faire comprendre aux gens et réaliser aux gens que c'est un mouvement global et que la France n'est pas isolée en étant la seule à agir. Je dis souvent que le vrai ministre du climat, en réalité, il n'est pas à l'hôtel de Roquelaure, il est au Quai d'Orsay. La deuxième chose que je pense fondamentale pour un gouvernement à dire, c'est de montrer aux gens que certaines actions, que certaines politiques produisent des résultats. Les gens ont l'impression que toutes les nouvelles qu'ils entendent au sujet du changement climatique sont toujours des nouvelles négatives, plombantes, où la situation ne fait que se détériorer. Et effectivement, c'est mécanique. Tant que nous continuerons à émettre des émissions de gaz à effet de serre qui vont s'accumuler, forcément les températures vont continuer à augmenter. Donc nous allons continuer mécaniquement à battre des records de chaleur pendant encore quelques décennies au moins. Mais par contre, je pense très important de montrer que certaines actions que nous avons prises, que certaines politiques que nous avons engagées portent des résultats. La France, l'an dernier, a baissé ses émissions de 5,8%. On n'en a quasiment pas parlé. Le truc a été évacué dans une ridicule polémique politicienne où le gouvernement a dit « Regardez, c'est grâce à tout ce qu'on a fait ». L'opposition a dit « Pas du tout, c'est juste la météo parce que l'hiver a été clément ». Et on a évacué le sujet. Alors qu'il y avait tant à dire en analysant et décortiquant ce chiffre. Il y avait tant à dire sur les émissions, sur la baisse des émissions dans le secteur de l'acier et de la chimie, sur le bâtiment qui baisse aussi ses émissions, les transports qui baissent un peu leurs émissions pour la première fois grâce au déploiement des voitures électriques, l'agriculture qui se nagne. Il y avait véritablement matière à débattre collectivement de cela et à se dire regardons ce qui produit des résultats, regardons ce qui n'en produit pas. Mais on a l'impression qu'on évacue complètement ces questions et je crois que si on ne montre pas à un moment donné aux gens que ce qu'on fait peut produire des résultats, eh bien on finit par désespérer les gens. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de montrer qu'il y a des portes ouvertes face au mur. Merci beaucoup. Jules, je vous propose qu'on garde Jean-Marc et François parce qu'il y a quelques questions du public. Vous avez vraiment, il y a pas mal de questions, donc je m'excuse, je ne vais pas les prendre toutes. Jean-Marc Jancovici, vous prenez le recours massif au nucléaire. Comment se positionne-t-il Jean-Marc Jancovici par rapport aux ressources limitées en uranium et au problème des niveaux des fleuves pour le refroidissement des réacteurs? Jean-Marc. Je me positionne sur le fait qu'aujourd'hui, le facteur limitant du nucléaire, il n'est pas là. Le facteur limitant du nucléaire aujourd'hui, c'est le temps qu'il faut pour construire des réacteurs et c'est la complexité du dispositif unitaire de production. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur sur l'annonce de la Chine qui a dit il n'y a pas longtemps qu'ils allaient mettre 11 nouveaux réacteurs en chantier.
Et j'ai calculé que quand ces réacteurs produiraient, ça représenterait 1% de l'électricité chinoise actuelle. Donc c'est pas parce que je suis un grand partisan du nucléaire que je pense que c'est avec ça qu'on va résoudre tous les problèmes, et j'ai toujours dit l'inverse tout le temps. Sur la partie refroidissement par les rivières et refroidissement des réacteurs, alors une partie des réacteurs sont refroidis par la mer, donc là, mer, pas trop de problème. Enfin, le problème à ce moment, c'est de ne pas se mettre trop bas, histoire de ne pas reproduire ce qui s'est passé à Fukushima. Et en bord de rivière, en fait, le risque est un risque de défaut de production, c'est pas un risque de sûreté majeur, parce qu'un réacteur, si on le met à l'arrêt, parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour le refroidir en fonctionnement, après, le débit qu'il faut pour le maintenir froid en sûreté est un débit très faible. Avec un forage dans le sol, on y arrive. Donc c'est à l'installateur de prendre ses risques, j'ai envie de dire. S'il se met en bord d'une rivière et que la rivière derrière n'a plus un débit suffisant pour assurer le refroidissement à pleine puissance du réacteur, il prend un risque de perte de production. À lui de faire ses calculs correctement. Merci. François Gemène, une question pour vous si vous voulez bien. François Gemène évoque à juste titre le sujet d'une remise en cause de la souveraineté énergétique, mais la bataille autour des terres rares n'a-t-elle pas finalement déplacé le sujet de la souveraineté ? Un petit peu. Mais j'ai envie de dire que sur la question des terres rares, c'est aussi un choix politique que nous faisons. C'est-à-dire que nous faisons le choix de laisser la Chine les exploiter et en quelque sorte fixer les prix du marché, parce que nous faisons le choix de ne pas exploiter certaines terres rares qui se trouvent en Europe. De la même manière, sur les questions de métaux critiques, sur la question du lithium, c'est évidemment une question qui se pose avec une certaine acuité pour le moment en France. Nous avons fait le choix d'importer ce lithium depuis l'Amérique latine, depuis l'Australie ou depuis la Chine. Il y a des réserves de lithium tout à fait abondantes en Europe, en France, au Portugal, en Serbie. Et donc la question, c'est une question de choix politique. Ceci dit, je suis assez d'accord avec la question en disant que ça déplace un peu le problème, mais le progrès technologique fait aussi que nous allons d'abord progresser considérablement en matière de recyclage et que nous allons aussi réduire la quantité de métaux qui sont nécessaires à ces énergies renouvelables. Je prends la question des batteries des véhicules électriques. Aujourd'hui, un tiers des batteries sur le marché sont des batteries qui fonctionnent sans nickel ni cobalt. Une dernière question pour vous deux. L'Anthropocène amène à différentes crises. Est-ce que les énergies renouvelables peuvent compenser ou rattraper ces effets négatifs des impacts humains ? Moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tant qu'on n'est pas capable de répondre à la question qui est pourquoi est-ce qu'on est sorti des énergies renouvelables, c'est très difficile de débattre ou exactement d'apporter une réponse dans laquelle on ait totalement confiance à la question que vous venez de poser. Personnellement, je pense que nous allons avoir beaucoup de mal à échapper dans un monde qui va devoir, de gré ou de force, se passer des combustibles fossiles, que nous allons avoir beaucoup de mal à continuer à avoir l'évolution tendancielle des 2 derniers siècles sur un certain nombre de paramètres, comme par exemple la taille physique du système économique, le degré de mondialisation, la part du tertiaire dans l'emploi, la part des gens qui habitent en ville en étant solvables, parce qu'on peut habiter en ville dans des bidonvilles en n'étant pas solvable, etc. Donc je pense que c'est tout ça qui a été transformé par les combustibles fossiles. Et donc, en passant à des énergies qui sont, par la force des choses, plus compliquées à manipuler, capter l'énergie du vent, c'est globalement plus compliqué que d'aller faire un trou pour sortir du pétrole. Physiquement, c'est plus compliqué. Bon. Ça va globalement induire une baisse de la productivité du travail, de la productivité physique du travail, et qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout réfléchi à la façon dont on pouvait concilier des projets positifs, parce qu'il en faut, parce que c'est ça qui nous fait avancer, avec cette contrainte qui est de l'ordre de la température sur le haut du Mont Blanc est plus basse que celle à Chamonix, et il faut que ça fasse partie du cahier des charges de la réflexion. Voilà. Et aujourd'hui, le jus de cerveau qu'on investit dans réfléchir avec ces éléments-là du cahier des charges est malheureusement beaucoup trop faible pour qu'il y ait la possibilité d'avoir un débat large autour de la question que vous venez de poser. François Gemène, donc la même question. Oui, alors vous savez que le concept d'anthropocène est un concept qui est beaucoup débattu, à la fois d'un point de vue géologique, mais aussi d'un point de vue politique. D'un point de vue géologique, les géologues en ce moment sont en train de se déchirer sur ce concept. Quand est-ce qu'on fait débuter l'anthropocène? Est-ce que nous sommes véritablement sortis de l'Holocène? C'est un débat qui n'est pas du tout tranché pour le moment chez les géologues et qui provoque même des disputes assez vives au sein de l'Union géologique internationale.
Et puis politiquement, c'est un concept qui est débattu aussi, puisque l'âge de l'humain, ou l'âge des humains, au fond, donne à penser que nous mettrions tous les humains sur le même plan de responsabilité dans les transformations de la planète, alors qu'une majorité des humains est évidemment victime de ces transformations qui sont causées par un petit nombre d'humains. Et donc, on a proposé politiquement toute une série de noms alternatifs. Capitalocène, c'est la faute du capitalisme. Androcène, c'est la faute des hommes. Oliganthropocène, c'est la faute d'un très petit nombre d'hommes. Et toutes ces critiques sont évidemment importantes et doivent être entendues, mais je crois qu'on se trompe fondamentalement en réduisant la question de l'Anthropocène à la désignation de la cause des problèmes actuels. Et moi, je vois l'Anthropocène plutôt comme un principe de gouvernement de la situation actuelle, et ce principe de gouvernement, précisément, à mon sens, doit être celui d'une égale responsabilité entre tous les humains, et j'irais même jusqu'à dire vis-à-vis de tous les vivants. Et c'est uniquement si nous reconnaissons notre responsabilité, chacun et chacune, à l'égard de tous les vivants, que nous trouverons une porte de sortie à ces problèmes. Les énergies renouvelables font partie, évidemment, de la solution, mais je pense que c'est une question qui est fondamentalement politique et qui n'est pas seulement technique ou technologique. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Jean-Marc Jorussi, merci François Gemel, merci Jules Nyssen.